beaucoup à utiliser un OMS, quasiment au quotidien, mais on est peu à le savoir. Et c'est un petit peu la même chose chez nos clients et les intégrateurs. Il y a beaucoup de retailers qui ne savent pas que ce dont ils ont besoin, c'est d'un OMS. Et effectivement, quand ils l'entendent de nous, c'est un discours commercial. Par contre, quand on l'entend d'un intégrateur avec lequel on a déjà une relation de confiance, forcément, on est plus dans une logique de conseil. Le partenariat, c'est pas un pôle, c'est pas une personne, c'est une stratégie au global. Donc, je me suis vraiment appuyé sur notre CEO, notre CRO, et j'ai vraiment compté aussi sur eux pour répéter ça et faire en sorte que les planètes s'alignent. Le partenaire technologique, c'est pas un partenaire qui va être rémunéré sur un projet, donc on est vraiment dans l'échange d'insights. Donc là, il faut avoir le bon mindset aussi, avoir plus les bons sales qui sont câblés et correctement et qui se disent je sais qu'en donnant un petit peu je vais recevoir, mais pour recevoir à un moment il faut que je donne aussi. Je pense qu'aux US particulièrement, je dirais qu'on doit avoir au moins 50% de notre pipe qui est sourcé par des partenaires, donc c'est même au-dessus de ce qu'on peut voir ici dans les marchés où forcément aussi on a un peu plus de notoriété, un peu plus d'inbound, etc. Mais ouais, donc du coup effectivement le rôle des partenaires il est clé. Quand Nicole aux US nous a rejoint, elle nous a rejoint et elle et son réseau quelque part, et des gens qui la connaissent, avec qui elle travaille depuis longtemps, etc. Donc ça c'est vraiment un conseil, si je peux donner ce conseil là, n'allez pas chercher à faire un petit peu d'économie en vous disant on va prendre un junior, etc. Prenez quelqu'un d'expérimenté. Pourquoi Amazon est successful? Je pense que quand on réfléchit tous, c'est la capacité de maîtriser, contrôler le temps. C'est-à-dire que ce qu'on recherche chez Amazon, c'est on veut un produit, on veut savoir quand est-ce qu'il va être disponible et on veut que la fourchette de disponibilité soit le plus précise possible. C'est exactement ce que permet de faire un OMS. On lance aujourd'hui la saison 2 du podcast avec un nouvel invité que je vais laisser se présenter par la suite. Mais pour ceux qui rejoindraient l'aventure aujourd'hui, soyez les bienvenus. On va tourner cette année avec de nombreux intervenants en France mais aussi à l'international. Donc le podcast sera disponible aussi bien en français en anglais. Donc je vous invite à vous abonner et puis à justement partager un maximum Alliance autour de vous. Et donc pour lancer cette saison 2, j'ai le grand plaisir de recevoir Kevin Bessa de OneStock. Kevin, je suis très content de te recevoir. Sois le bienvenu. Merci beaucoup pour l'invitation. Honoré d'être le premier de la saison 2. Et puis pour me présenter, Kevin Bessa, j'ai 39 ans. Ça fait quelques années que j'évolue dans l'écosystème tech, e-com, retail. Et donc effectivement sur des rôles partner manager. Je n'ai pas fait ça toute ma vie. Ça fait pas si longtemps que ça au final, mais effectivement quelques années. Et puis là, depuis 2 ans et demi à peu près chez OneStock. Donc voilà, je sais pas si tu veux que je présente un petit peu OneStock. Ouais. Peut-être ton parcours d'abord, parce que je le trouve assez original. On a un peu discuté, tu as fait du partenariat sans vraiment le savoir. Ouais, c'est ça. Finalement, aujourd'hui, être à fond dedans. Mais je trouve que tu as un parcours assez atypique et en fait, finalement, pas tant que ça quand tu fais du partenariat, quoi. En fait, est-ce qu'au final, tous les partner managers n'ont pas des parcours atypiques? Parce que quand on sait qu'il y a pas de formation au final pour être partner manager, je pense que tout le monde arrive là un petit peu, soit par hasard, soit via des choix, des opportunités. Alors pour retracer effectivement moi mon parcours, donc j'ai démarré dans le marketing. J'ai été chef de projet, directeur de clientèle dans une agence de marketing. Donc avant on appelait ça de la marketing opérationnel. Maintenant ça s'appelle brand activation, je crois, ça fait plus classe. Et après ça, effectivement, ma première expérience avec les partenariats, alors à l'époque je savais pas que c'était des partenariats, je m'étais jamais vraiment posé la question. J'ai été Sales Area Manager pour une société qui s'appelle Atec BCN, qui est un fabricant de ce qu'on appelle des BMU, donc pour Building Maintenance Units. C'est une espèce de grandes machines qu'on voit sur les tours qui permettent le nettoyage, l'entretien, la maintenance de ces machines-là. Il y en a quelques-unes à Paris d'ailleurs, à la Défense. Je me rappelle la tour Majunga, je crois, qui est une tour un peu biscornue. Donc l'idée c'est vraiment d'aller atteindre toutes ces zones-là. Toutes les zones pour l'entretien, la maintenance. Et donc, moi, je travaillais principalement au Liban, en Jordanie. Et donc, j'étais vraiment l'intermédiaire entre le bureau d'études, l'usine, etc., qui est basée à Barcelone, et mes distributeurs, qui étaient des revendeurs à l'époque, et donc qui étaient vraiment des partenaires avec lesquels je travaillais, et qui donc, eux, étaient chargés
quelque part la vente plus directe. Tu es sur de la vente indirecte finalement. Exactement. Donc vraiment faire le lien entre les équipes ingénierie, design, fabrication, côté ATEC, donc à Barcelone, et puis effectivement les équipes partenaires locales. Donc on travaille avec Mitsubishi Ascenseur par exemple au Liban, et donc effectivement eux avaient ce contact direct avec le client final, et moi je servais un petit peu d'intermédiaire comme ça. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Donc voilà, première expérience de partenariat, mais avant même de réaliser que c'était des partenariats. Et donc après ça, effectivement, virage plutôt dans le web, donc agence de communication un petit peu globale, et puis après des agences un peu plus tech, donc sur des casquette sales toujours. Donc voilà, j'ai vendu des projets sur mesure, alors du Symfony, du PHP, du React, des projets comme ça dans différentes agences. Et puis en fait, la dernière agence dans laquelle je travaillais, qui s'appelait Zoll, on faisait vraiment du sur mesure, modulo, une solution qui était un petit peu prépackagée qui s'appelle Silus, et qui effectivement est basée sur le framework PHP Symfony, qui est un framework français. Et donc j'ai vendu des projets Silus, et puis un jour je suis passé de l'autre côté. Donc côté éditeur, ça a vraiment fait ma transition sur le côté éditeur. Donc j'ai été country manager pour Silus pendant 2 ans. Et puis voilà, après le concurrent qui est Commerce Tools, une expérience écourtée chez Commerce Tools. Voilà, j'ai été victime, comme pas mal de monde dans la tech, d'un layoff assez rapidement après avoir rejoint Commerce Tools. Et donc là, effectivement, 2 ans et demi maintenant que je suis chez OneStock en tant que Head of Channel et Partnership. Eh ben, écoute, la transition est parfaite. Je te propose que tu puisses présenter OneStock. Ouais, avec plaisir. OneStock, société toulousaine, c'est important parce qu'il n'y en a pas beaucoup, je pense, des sociétés dans la tech. Donc le siège est toujours à Toulouse aujourd'hui. On est ce qu'on appelle un OMS, donc OMS pour Order Management System. Alors on aime bien s'appeler aussi un DOM pour Distributed Order Management. Voilà, donc les 2 termes sont utilisés aujourd'hui sur le marché. Et donc nous on travaille principalement avec des retailers, donc on va dire sur des verticales plutôt mid-market et enterprise. Et donc effectivement, l'idée c'est que nos clients, ils ont plusieurs points de stock, donc souvent des magasins, des entrepôts, parfois du stock futur qui n'est pas forcément disponible. Et donc ce qu'on va faire pour eux, c'est on va d'une part effectivement leur proposer une vision unifiée de ce stock-là. Et l'enjeu, c'est de faire en sorte que tous les produits disponibles soient exposés sur tous les canaux de vente. Et donc effectivement, comment est-ce qu'on va orchestrer au mieux chacune de ces commandes, typiquement. Et on utilise, en tant qu'acheteur, on utilise des OMS quasiment tout le temps, tous les jours sans le savoir. C'est typiquement, je suis sur un site d'un e-commerçant, je recherche un produit, je vais voir la disponibilité du produit dans le magasin, et donc on va permettre, où je vais faire du click and collect express, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle l'order in store ou de l'endless aisle, donc en magasin, je vais pouvoir commander un produit qui n'est pas forcément disponible à l'instant T. Et donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on utilise sans forcément le savoir. Et donc voilà, un petit peu pour parler de OneStock. En termes, quelques chiffres peut-être, on est 150 et quelques maintenant, presque 160. Et voilà, peut-être un fait marquant, l'année dernière on a levé pas mal de fonds, 72 millions en dollars. À savoir qu'on était une société qui était déjà complètement profitable. Donc ça a été vraiment l'enjeu et l'objectif, c'est vraiment d'accélérer la croissance, notamment internationale, de scaler, et puis de muscler un petit peu l'équipe produit aussi, et donc passer d'une approche très locale à une dimension un petit peu plus globale. Écoute, on va en parler par la suite, mais super intéressant. C'est quoi la promesse derrière? C'est finalement faire plus de ventes parce que tu as en temps réel ton stock, et donc tu manques pas une vente parce que tu t'affiches pas un produit à un client. C'est vraiment ouais, ça? c'est ça. L'enjeu, c'est vraiment de désiloter la gestion de ces stocks. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire que l'e-commerce, ça devient un peu une commodité, entre guillemets. Tout le monde est capable d'avoir un super e-commerce. Et donc, quand on est retailer, un des gros enjeux, c'est comment je vais optimiser la gestion de mon stock. Donc, comment je vais faire en sorte que, potentiellement, d'avoir moins de produits, mais faire en sorte que tous mes produits soient disponibles sur tous mes canaux de vente. Et comment je vais réconcilier un petit peu mon online et mon
offline. C'est-à-dire qu'avec une solution comme OneStock, en mettant en place des scénarios, ce qu'on appelle omnicanaux, type ce qu'on appelle le ship from store par exemple, le principe c'est vraiment, on transforme le magasin en mini-entrepôt. C'est-à-dire que voilà, je suis un client e-commerce potentiellement, si mon produit n'est pas disponible dans mon entrepôt, c'est pas grave. On sort un peu de cette vision silotée de la gestion du stock, de se dire en face de mon e-commerce, j'ai mon entrepôt et mon stock magasin, c'est mon stock magasin. Et quelque part, voilà, les magasins bénéficient pas forcément de la dynamique du e-commerce et inversement, le e-commerce bénéficie et en tout cas peut pas s'appuyer non plus forcément sur le stock du magasin. Le but c'est vraiment de désiloter ça et d'être dans une approche où on se dit effectivement comment je peux faire en sorte d'avoir potentiellement moins de stock mais mieux exploiter ce stock, donc vendre mieux à des prix meilleurs puisque mes produits sont disponibles et visibles. Et donc tout ça, ça va aussi impacter tout le parcours d'achat des clients, parce qu'une fois de plus, aujourd'hui un client il veut savoir quand son produit va être disponible. On a une de nos fonctionnalités qui s'appelle ce qu'on appelle la Customer Promise ou Delivery Promise. On va être capable effectivement d'afficher le plus tôt possible dans le parcours d'achat une date de livraison qui va être qui va être pas uniquement 3 à 5 jours ouvrés. Et plus personne n'a envie de voir ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je commande un produit, je veux savoir quand est-ce qu'il va être disponible. Et donc ça, c'est ce qui effectivement permet de faire OneStock en ayant une vision très exhaustive du temps de préparation d'un produit dans un magasin, du temps de préparation d'un produit, d'un colis, d'un produit dans un entrepôt. Nous, on est connecté avec les transporteurs, donc on a vraiment cette vision très très globale. Donc on est vraiment dans un play d'optimisation très héroïste au final, où on va pouvoir optimiser ses marges, diminuer ses coûts de transport, diminuer ce qu'on appelle ses order cancellation, donc le nombre de commandes qui sont annulées parce que un produit qui n'est pas disponible, etc. Donc, ouais, on est vraiment dans cette logique d'optimisation et ce qui va être intéressant, et c'est pour ça aussi que l'OMS, moi, ça me parle beaucoup, c'est qu'on n'est pas uniquement dans une logique que client final, donc nos clients à nous, il y a vraiment aussi tout l'impact qu'on peut avoir sur le parcours d'achat du client. On va permettre aussi, par exemple, le retour en magasin, omnicanal, c'est-à-dire que j'achète un produit en ligne, potentiellement je ne suis pas satisfait de ce produit, je vais pouvoir aller directement dans mon magasin et ramener ce produit-là. Aujourd'hui, aucun consommateur n'a envie de s'entendre dire « Ah désolé, votre produit, vous l'avez acheté en ligne, il faut faire le retour en ligne ». Bah non, moi si je vois un magasin effectivement de la marque dans lequel j'ai acheté un produit, j'ai envie de pouvoir rentrer dans le magasin, on va créer de l'upsell, on va créer du cross-sell, etc. Donc on est vraiment dans cette logique très omnicanal, et voilà, c'est le rôle de l'OMS qui est, pour moi, je suis un peu biaisé, clé aujourd'hui dans un écosystème e-commerce et retail. Mais c'est très tech, mais au final, tu as un parcours client qui est optimisé grâce à vous. Et puis, je vois bien tous les coûts que tu peux économiser derrière. Ouais, et comme tu as dit, finalement, peut-être tu crées des nouveaux standards. Mais finalement, c'est ce que souhaitent aujourd'hui les consommateurs finaux. Donc, complètement. in fine, si tu n'es plus à la page, voilà. Je pense que tout le monde a en tête Amazon. Et en fait, aujourd'hui, pourquoi Amazon est successful, je pense que quand on réfléchit tous, c'est la capacité de maîtriser, contrôler le temps. C'est-à-dire que ce qu'on recherche chez Amazon, c'est on veut un produit, on veut savoir quand est-ce qu'il va être disponible et on veut que la fourchette de disponibilité soit le plus précise possible. C'est exactement ce que permet de faire un OMS. Typiquement, nous, un produit, on peut aller le chercher dans un entrepôt ou bien dans un magasin et on va aller chercher le meilleur magasin pour pouvoir être en mesure de respecter la promesse de livraison. Et donc voilà, nous, ce qu'on propose et ce que propose l'OMS d'une manière générale, c'est vraiment de se rapprocher au maximum de cette expérience d'achat type Amazon. On a des clients comme Mano, par exemple, qui vont être en capacité de filtrer les produits. Donc, dans le parcours d'achat, au niveau de la page catégorie, on va être capable de dire je ne veux voir que des produits qui sont disponibles sous 48 heures, par exemple, façon Amazon. Donc, voilà, je pense qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, on a un e-commerce qui est de plus en plus une commodité. Aujourd'hui, il faut aller plus loin, il faut aller optimiser. On a un contexte qui n'est pas évident non plus. Il faut aller optimiser les marges, éviter de se retrouver avec des produits en stock en fin de saison ou inversement avec des produits qui sont en rupture de stock quelque part alors qu'ils sont en stock ailleurs. Donc voilà, on est vraiment dans cette logique d'optimisation. Et voilà, l'OMS, c'est vraiment ce play qui est très héroïste et qui parle du coup à beaucoup de retailers en tout cas. Ouais. Et juste par curiosité, vous êtes combien au produit? Parce que ça me paraît très tech en tout cas. Enfin, un produit tech, c'est une équipe importante chez vous? Ouais, alors, je pense on doit pas être loin entre 60 et 80 personnes, Ouais. je dirais quand même, ouais. Ouais, tout à fait. Alors, ce qui est marrant, c'est que pour la petite histoire, notre CEO et fondateur était prof à l'université de Toulouse, donc il profile très tech, et notre CTO cofondateur était un de ses élèves. Donc voilà, il était prof en maths appliquées, etc., en algorithmie, et donc il a créé OneStock. Alors,
je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on va dire que OneStock, c'est un pivot d'une première boîte qu'il avait créée. Et donc voilà, il y a quand même toujours cette culture très tech, même si ça a un impact, une fois de plus, très utilisateur, consommateur, via tout ce qu'on peut proposer dans le parcours d'achat. Super. Et est-ce que c'est un marché concurrentiel aujourd'hui ? Oui, c'est un marché concurrentiel. C'est un marché qui est, on va dire, on va retrouver à la fois des gros acteurs, des très gros acteurs, comme Manhattan par exemple, qui est le leader mondial de la supply chain, qui propose toute une suite d'outils, etc. Ou IBM, qui ont une solution qui s'appelle IBM Sterling, qui sont des très gros acteurs. Et puis on va retrouver beaucoup de petits acteurs locaux qui ont des spécificités ou alors qui sont nés d'une fonctionnalité. On a un concurrent par exemple en France qui est né de la e-réservation, c'est son cœur de métier. Voilà. Et donc ils ont construit la solution autour de ça. Donc oui, c'est un marché qui est quand même assez concurrentiel. Bon, je pense que tout le retail et le e-com, ça devient assez concurrentiel. Ouais. Écoute, on va plonger directement dans ce que tu fais aujourd'hui là, sur les partenariats, puisque tu es arrivé il y a un peu plus de 2 ans maintenant, je crois que c'est avril 2023. Ouais, c'est ça. Tu étais tout seul. On va y venir par la suite, mais aujourd'hui vous êtes une équipe de 4. Ouais, tout à fait. Vous avez grandi très vite. Comment ça s'est passé quand tu es arrivé ? Donc, tu arrives avril 2023. Est-ce qu'il y a déjà des choses existantes ? Comment tu as mis en place les choses sur les partenariats ? Ouais, alors, bon, quand j'arrive en 2023, il y a rien ou presque. Ouais. Et en fait, mon arrivée coïncide avec l'arrivée d'un nouveau CRO qui venait de passer 5 ans chez Akeneo et donc qui avait fait aussi tout ce travail de rentrer dans une start-up qui est française, la scaler, lancer l'international, etc. Et qui était du coup très câblé partenariat et qui est vraiment mon buddy, on va dire. Enfin voilà, on est vraiment arrivés en même temps et on a vraiment cet alignement en termes de mindset. Et donc lui, quand il est arrivé, avant même d'arriver, il m'a recruté. Voilà. En gros, il a dit bon, moi j'arrive chez OneStock, je vais être le nouveau CRO, super. Par contre, il nous faut quelqu'un pour piloter les partenariats et puis il faut qu'on fasse ce pivot pour rentrer dans une logique où on va être partner-led. Donc j'arrive, on part effectivement quasiment de zéro. Et donc, comment dire, on part de zéro, oui et non, parce qu'en fait, dans la réalité, on avait déjà un passif, un historique où on était éditeur-intégrateur. Donc, pour moi, partir de zéro, ça voudrait dire on n'a jamais fait d'implémentation, jamais fait d'intégration et le terrain est vierge. C'est pas la réalité. La réalité, c'est quand j'arrive chez OneStock, on a eu l'habitude, pendant des années, de faire les choses tout seul. Et donc, effectivement, là, il y a les équipes sales, les équipes marketing, les équipes produits, les équipes expertise, à qui on dit, maintenant, on va travailler avec des partenaires. Donc, il va falloir changer un petit peu la façon dont on travaille et il va falloir un petit peu faire un pivot en termes de mindset, etc. Donc, voilà, je pense que c'est toujours plus facile de partir de zéro et d'être là au départ. Et effectivement, quand on a déjà eu l'habitude de faire des choses ensemble, au final, on se rend compte que les partenariats, c'est super, mais forcément, qui dit plus d'acteurs, dit plus de communication, plus d'alignement, etc. Donc voilà, moi j'arrive, on part de zéro presque. On n'a pas de partenaire ni intégrateur, on n'a pas de partenariat fort avec ce qu'on appelle des ISV, donc pour les vendors. Et donc, c'est un peu terrain vierge. Ouais. Je vais en revenir après là, pour savoir vraiment le type de partenaire que tu as aujourd'hui. Ouais. Mais il y a un truc là que je veux creuser, puisque, en tout cas, moi, ce que je vois dans mes expériences passées ou actuelles, c'est globalement l'alignement des planètes en interne est ultra important. Ouais. Bien pouvoir communiquer avec ses équipes et les engager surtout dans le projet. Ouais. Comment tu as réussi ce changement ? Parce que c'est quand même un pivot qui est assez fort, je trouve, de ce que tu me dis là. Ouais, en fait, comment dire, moi j'ai pas réussi. C'est pas. Je pense que ça repose pas sur les épaules de la personne qui porte les partenariats. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai répété dès que j'ai eu l'occasion. C'est que les partenariats, c'est pas un pôle, c'est pas une personne, c'est une stratégie au global. Donc, je me suis vraiment appuyé sur notre CEO, notre CRO, et j'ai vraiment compté aussi sur eux pour répéter ça et faire en sorte que les planètes s'alignent. Ça n'a pas été sans difficulté. Il y a une réalité. On a évidemment, et comme je l'ai dit tout à l'heure,
Et moi, j'aime bien prendre l'exemple du terrain en friche. C'est plus facile quand on part, c'est que de la terre, alors que quand il faut désherber, voilà, il y a un peu plus de boulot. Donc, ça a forcément pas été évident. Il a fallu faire comprendre la valeur. Qu'est-ce qu'on apporte? Pourquoi est-ce que maintenant il faut qu'on travaille avec des partenaires? Pourquoi? Et notamment quand on travaille avec des partenaires intégrateurs, il faut qu'on se prive, entre guillemets, d'une partie de nos revenus. Puisque, comme je disais tout à l'heure, nous, on était éditeur intégrateur, donc on faisait les intégrations, les implémentations de notre solution. Et donc, effectivement, bah là, voilà, il y a un pivot à faire. On se prive d'une partie de nos revenus. On a une partie de l'équipe qui, potentiellement, est allouée à d'autres tâches. Mais voilà, il a fallu, bah, pour le coup, prendre notre bâton de pèlerin, mais une fois de plus, avec l'appui de mon CEO, de notre CRO, et puis expliquer bah, pourquoi les partenariats, qu'est-ce que ça apporte, etc. Et là, moi, j'aime bien prendre l'image de la frontale. Alors, je pense que tu vois, on parlait de course à pied tout à l'heure, je suis un peu déformé par ça, mais je pense qu'en tant qu'entreprise et les commerciaux et nos sociétés, elle a de la visibilité sur une petite partie restreinte de son marché. Et voilà, je pense, tu vois, au faisceau, quand tu es dans le noir, tu as ton faisceau de ta lampe frontale. Et donc, tu as une vision qui est assez parcellaire. Et moi, ce que j'explique et ce que j'ai essayé d'expliquer en interne, c'est que quand on va travailler avec des partenaires, eux-mêmes, ils ont leur faisceau, avec leur petite lampe frontale, et qu'ensemble, on va pouvoir éclairer une beaucoup plus grande partie du marché, et donc, effectivement, bah, collecter des insights qui sont hyper importants, et forcément, voilà, ça, c'est vraiment pour le discours pour les sales, avoir plus de visibilité, plus d'insights sur des comptes, est-ce que ça vaut la peine d'y aller ou pas, etc. Après, sur le sujet d'implémentation, d'intégration, je pense que ça s'imposait un petit peu, dans le sens où on a un marché qui est, comme je disais tout à l'heure, beaucoup plus mature, et un retailer aujourd'hui, il n'attend pas qu'une reco technique, ou qu'une reco comment dire, parcellaire, de dire à un moment, bah, il vous faut un OMS. Ok, donc il me faut un OMS, d'accord, mais à quel moment il faut que j'implémente mon OMS? Comment je l'intègre concrètement dans mes magasins, puisque, comme on disait tout à l'heure, nous, ce qu'on propose de faire, par exemple, c'est du click and collect, du ship from store, etc. Ça a des impacts aussi auprès des équipes, des salariés. Tu vois, dans un magasin, quand on fait du click and collect, il faut pouvoir... alors nous, on met à disposition des interfaces, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit disponible pour aller capter la commande, imprimer potentiellement le bon de livraison, ou imprimer l'étiquette quand on fait du ship from store. Enfin, voilà, il faut potentiellement de la place pour faire ça. Il y a toute une logique de change, il faut expliquer ça en interne. Et en fait, c'est pas notre métier. Notre métier en tant qu'éditeur, c'est développer une solution qui fonctionne, qui soit efficace, qui réponde à un besoin. Et donc voilà, le rôle des intégrateurs, pour le coup, a été beaucoup plus... Enfin, je pense qu'il a été assez rapidement compris, dans le sens où, bah voilà, marché mature, on a besoin aussi de conseils, d'expertise, et pas que, ok, notre solution, c'est la meilleure, quoi. Quelles sont les premières choses que tu as mis en place finalement quand tu es arrivé? Euh, Comment dire, déjà, une chose qui est importante, c'est qu'on s'est focalisé sur les marchés sur lesquels on était déjà fort. Donc, en gros, la France et le UK, qui étaient vraiment nos deux gros marchés. Et une des raisons pour lesquelles on a fait ça, c'est que à un moment, en tant qu'éditeur, il faut être un petit peu attractif. Et voilà. Et notre base de clients, c'est un petit peu ce qu'on a de plus cher et ce qu'on chérit. Voilà. Nous, on a une base de clients existante qui est assez importante, avec des beaux logos, des belles marques, donc il faut donner envie. Et donc l'idée, c'est effectivement de dire, ben voilà, partons déjà des marchés sur lesquels on arrive à prouver qu'on a été successful, expliquer pourquoi, etc. Donc, il y a vraiment eu ce focus sur la France et le UK dans un premier temps. Et ce qu'on a commencé par mettre en place, c'est effectivement toute la logique de partenariat intégrateur. Et donc là, comment dire, la stratégie, elle a été assez simple. On a regardé notre écosystème, regardé nos clients, évidemment. Enfin, je pense que tout le monde fait ça, hein, part de nos clients. Regarder nos clients, regarder quelles sont les technologies et les solutions qu'ils utilisent, notamment sur le e-commerce. Parce on a pas mal de synergies avec le e-commerce parce que on voit que, par exemple, un replatforming ou un changement de plateforme, c'est un bon compiling event pour nous. Et donc, effectivement, regarder
OK, quelles sont les solutions que nos clients utilisent le plus? Donc on peut citer Shopify, Commerce Tools. Fun fact d'ailleurs, du coup, je suis partenaire avec la boîte dans laquelle je bossais avant et dont j'ai été layoff. Donc voilà, je travaillais avec mes équipes d'avant, c'est marrant. Donc Shopify, Commerce Tools, Adobe par exemple. Et donc on va aller se connecter avec le top 3, top 4 intégrateurs de chaque solution sur les marchés sur lesquels on est, et leur expliquer effectivement qu'est-ce qu'on ajoute, qu'est-ce qu'on apporte au-delà d'un Adobe, au-delà d'un Shopify, au-delà d'un Commerce Tools. Donc voilà. Et on a commencé entre guillemets assez petit. Après, nous, on n'a pas un marché adressable qui est colossal non plus. On dit que nos clients, il faut qu'ils aient au moins 30 à 50 points de vente. Donc, on travaille très peu avec des pure players. Donc voilà, il n'y a pas un marché adressable qui est colossal. Donc, on est vraiment plus dans une logique de qualité plutôt que de quantité. L'objectif, c'est pas d'avoir 150 partenaires par marché. On préfère en avoir 5-10, mais qui sont très qualifiés. Voilà, donc ouais, démarrage, ça a été vraiment identifier les technologies complémentaires aux nôtres, même ICP, et après effectivement identifier les SI, donc les intégrateurs slash agences les plus pertinents sur chaque marché. Puis après, voilà, prendre son bâton de pèlerin et puis y aller, quoi. Ouais. Et ce que je trouve intéressant en tout cas, c'est que ça part aussi d'une stratégie où, comme tu as dit, tu pars de tes clients, donc tu leur demandes eux, je dirais, de quelles intégrations ils ont besoin, comment ça fonctionne. Ouais. Mais là aussi, vous êtes dit, il y a un pivot à faire en interne pour justement avoir des partenaires intégrateurs qui vont du coup, dont c'est le métier aussi, simplifier notre vie, notre intégration, nos implémentations. Et donc ça, je trouve ça intéressant parce que, il y a eu un choix stratégique fort avant aussi d'aller sur le marché, de contacter toutes ces personnes-là, quoi. Ouais, complètement. Et alors après, moi, j'ai aussi bénéficié de tout un travail qui avait déjà été fait pour préparer le produit à travailler avec des intégrateurs. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé, il y avait déjà une documentation API publique, une documentation publique d'ailleurs. La solution était prête à être intégrée et implémentée par des partenaires. Donc j'ai quand même bénéficié de ça, ce qui fait que, voilà, dans la logique, il y a quand même eu une réflexion qui a été faite en interne de se dire, bon, à un moment, il faut qu'on soit open, c'est ce qu'on cherche à être, connecté avec notre écosystème. Donc faisons ce pivot-là, et puis une fois qu'on est prêt, ou à peu près, on fait rentrer quelqu'un qui porte le sujet des partenariats. Donc voilà, j'ai quand même bénéficié de ça, ce qui fait qu'on a pu se mettre au travail assez rapidement, pour le coup. Donc là, c'est clair comme de l'eau de roche, tu arrives à identifier facilement, je dirais, les top 5, peut-être top 10 par marché, UK, France, où Ouais. tu te dis, bon là, c'est eux que je dois contacter. Comment tu fais, toi, pour être crédible, en tout cas auprès de ces acteurs, parce que c'est quand même des acteurs conséquents? C'est grâce à tes clients existants, c'est grâce à ton réseau? Comment tu allé les chercher, ces gens-là? Ouais, honnêtement, oui, notre force, elle est là, c'est les clients existants, et c'est là où on voit que c'est le plus facile, entre guillemets. Comment dire, en France, on a, donc au total, on a un peu plus de 100 clients. En France, on a des clients comme JD Sport, comme Intersport, comme Bache, Figaré, Petit Bateau, Isabelle Marant. Enfin voilà, on a un nombre de clients qui est quand même relativement important, des beaux logos, etc. Donc forcément, c'est beaucoup plus facile de prouver ta valeur et d'expliquer qu'est-ce qu'on fait, raconter des histoires, etc. sur ces marchés-là. Ouais, pour nous, on part vraiment de cette base de clients en expliquant voilà ce qu'on apporte. Et après, effectivement, il y a un vrai travail d'enablement et d'accompagnement, puisque, comme je disais tout à l'heure, on est beaucoup à utiliser un OMS quasiment au quotidien, mais on est peu à le savoir. Et c'est un petit peu la même chose chez nos clients et les intégrateurs. Il y a beaucoup de retailers qui ne savent pas que ce dont ils ont besoin, c'est d'un OMS. Et effectivement, quand ils l'entendent de nous, c'est un discours commercial. Par contre, quand on l'entend d'un intégrateur avec lequel on a déjà une relation de confiance, forcément, on est plus dans une logique de conseil. Et ça, c'est toute l'approche, tout le play de OneStock. Nous, la façon dont on fonctionne avec nos partenaires, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas un marché adressable qui est non plus... on n'est pas dans une logique de quantité, vraiment dans une logique de qualité. Donc nous, on part de ce qu'on appelle des target accounts. Donc nos sales, ils ont des target accounts qui sont mis à jour 2 fois par an. Sur cette base-là, et c'est vraiment la façon dont on travaille avec les équipes partner managers, on
on a la liste des targets de compte, on identifie quels sont les partenaires qui gravitent autour de ces targets de compte. À partir de là, on engage les bons partenaires. Et après, effectivement, l'enjeu, c'est de créer le besoin de l'OMS. Donc là, on a mis en place un certain nombre d'outils on appelle du gap analysis, du business case, ce genre de choses, où on va où on va aller vraiment alimenter le partenaire pour qu'il puisse lui-même aller voir ses clients. Mais on part vraiment de la base du client existant. Pour nous, c'est un must. On se rend compte qu'au final, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut partir de leur base de clients existants, les accompagner, les nurturer, leur expliquer quelles sont les conversations qu'ils doivent avoir avec le client. Et puis une fois qu'on a un petit peu créé le besoin, ou en tout cas la curiosité, c'est là où on peut rentrer en jeu et effectivement aller un petit peu plus loin dans l'analyse du besoin, qu'est-ce qu'on apporte, etc. Ouais. Donc en fait, tu vas aussi demander beaucoup d'influence à tes partenaires. Ouais. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que je vois pas souvent non plus chez tout le monde et je trouve ça très très intéressant. C'est que tu mappes en amont aussi avec tes sales un peu tout l'écosystème de ton client et finalement qui sont leurs fournisseurs pour que toi aussi à terme tu deviennes, je dirais, leur fournisseur à ton tour. Ouais. Et donc oui, tu es vraiment sur une stratégie, je trouve aussi beaucoup peut-être sur des cycles de vente longs. Complètement. Puisque forcément tu as besoin d'identifier, de préparer. Comme tu as dit, ton marché aussi, il est peut-être pas hyper vaste, donc tu as vraiment besoin de bien calibrer ça. Ouais. Comment tu t'y prends avec les sales? Vous avez mis en place des outils pour communiquer entre vous? Ouais, alors, et juste pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au cycle de vente qui est long, un des enjeux de l'OMS, c'est qu'on est à cheval entre le e-commerce et le retail. Et donc, dans plein de boîtes aujourd'hui, on ne sait pas qui est la bonne personne. Et tu vois, quand c'est ni le e-com ni le retail, tu es au milieu, il faut aller à trouver la bonne personne. Donc ça peut être un play IT, ça peut être un play retail, parfois e-com, etc. Donc ce qui fait qu'effectivement, le cycle de vente est plutôt très long. Entre le moment où on commence à expliquer, ok, vous voyez là les enjeux et les problématiques que vous avez, c'est un OMS qui va y répondre. Ah bon, d'accord, dites-moi en plus. Il peut se passer plusieurs mois et après, il faut attendre que ce soit mis au budget, etc. Donc voilà, on est sur des plays qui vont être assez longs. Et donc, pour revenir à ta question, c'était comment on s'y prend avec les sales, c'est ça? C'est ça, pour les aligner. Et en même temps, ça me fait penser à une deuxième question, c'est les cycles de vente longs avec ce que tu viens de dire, c'est Ouais. voilà, combien d'équipes chez vos clients sont impliquées sur ce type de projet? Alors, pour la première question par rapport à nos sales, comment est-ce qu'on on s'aligne avec les sales? Une fois de plus, on part vraiment des targets de compte. Donc là, c'est pour ça que le CRO il est hyper important. Et d'avoir, je vais parler aussi des outils, c'était ça ta question, ça m'est revenu. Et effectivement, cet alignement avec les sales, avec le CRO, il est hyper important. Donc, on a des targets de compte. Alors, je pense que comme pas mal de monde, nous, on a bidouillé HubSpot. Et donc, voilà, sans trop rentrer dans les détails, les secrets des dieux, on a créé un pipeline qui est dédié, qui est complètement siloté du pipeline sales, qu'on appelle partner pipeline, dans lequel on va lister tous les target comptes. Donc là, en fait, on a automatisé. Dès qu'on a un no sales qui va passer un target compte en priorité 1 ou 2, ça va créer une carte dans ce pipeline-là. Et après, le rôle des partner managers, donc là, c'est vraiment réparti par territoire, ça va être de dire, OK, je prends ma carte, je vais utiliser tous les outils que j'ai en ma possession, donc Crossbeam, les autres outils étant surtout tout ce qui est account mapping. On va pouvoir utiliser après des outils comme Wapalizer, ce genre de choses. Mais je vais, pour chaque card, aller chercher qui sont, une fois de plus, les différents players qui sont attachés à mon compte en particulier. Et effectivement, sur cette base-là, après, de définir quel est le plus pertinent, le ou les plus pertinents, avec lesquels je vais pouvoir me connecter, collecter des insights. Ça, c'est vraiment clé parce que, comme on disait tout à l'heure, comme on a un play qui est long et un cycle de vente qui est long, on n'a pas envie de perdre du temps sur les mauvais. Voilà. Donc, tous les insights qu'on peut collecter sur oui, c'est le bon moment ou pas, ou tiens, ça c'est la bonne personne ou pas, ils sont hyper clés. Ça nous permet finalement d'être un peu plus sharp dans la façon dont on va approcher ces comptes-là. Donc voilà, on collecte les informations, on centralise tout ça dans HubSpot. Et après, effectivement, le but c'est d'avancer jusqu'à soit une intro, soit la création d'une opportunité. Après, on change de pipeline et on revient dans un pipeline sales un peu plus classique. Peut-être une question, alors je ne sais pas si tu vas avoir la réponse, mais ce que je vois souvent aussi dans les cycles de vente sales, et notamment avec ce côté partenariat qui est sur le côté, c'est qu'on a envie de travailler à un max d'opportunités parfois. Mais en fait, tu vois, si tu mappes par exemple l'écosystème de ton client, tu te dis peut-être que là je suis beaucoup trop loin en tout cas d'un
comment dire, un écosystème cible, ou en tout cas de gens avec peut-être, je m'entends peut-être mieux avec un partenaire qu'un autre. Ouais. Est-ce que vous arrivez à faire no-go facilement aussi, du coup, pour travailler vos opportunités? Est-ce que c'est en tout cas un outil d'aide à la décision pour les sales de se dire là j'y vais pas? Ouais, 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 complètement. Parce que, en fait, comment dire, comme je te disais, nous, on est vraiment sur du mid-market et de l'enterprise, donc des cycles de vente qui sont très longs et qui nécessitent beaucoup de touchpoints. Tu vois, on n'est pas juste dans on s'appelle 3 fois, on fait des meetings et on close. On est vraiment dans une logique où on a beaucoup, beaucoup de touchpoints. Il faut créer la relation sur le long terme, etc. Donc, ouais, quand on collecte des insights, c'est vraiment hyper utile, hyper important. Et on a des sales qui savent dire à un moment, bon, là, en fait, ça sert à rien parce que vu ce qu'on a collecté, c'est pas du tout le bon moment. Et je rouvrirai ça peut-être dans 1 an ou 2 quand le moment sera opportun. Ouais. Top. Est-ce que tu estimes aujourd'hui que tu as mappé de manière assez effective l'écosystème là que vous avez chez OneStock? Euh, Ouais, pour les principaux players en tout cas. En fait, on a ce qu'on appelle un peu les usual suspects qu'on retrouve partout. Enfin, nous, dans notre écosystème, comme je disais, bon, il y a les solutions e-com. Après, tu vas retrouver des Algolia, des Bloomreach, des Akeneo sur la partie PIM. Enfin, voilà. Donc, ouais, c'est plutôt bien mappé. Après, voilà, le but et l'enjeu, c'est d'avoir aussi les bons niveaux de relation et puis de conversation. C'est important, notamment avec les ISV, puisque le partenaire technologique, c'est pas un partenaire qui va comment dire, être rémunéré sur un projet. Donc on est vraiment dans l'échange d'insights. Donc là, il faut avoir le bon mindset aussi, avoir plus les bons sales qui sont câblés et correctement et qui se disent bon, je sais qu'en donnant un petit peu, je vais recevoir, mais pour recevoir, à un moment, il faut que je donne aussi. Mais ouais, je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un niveau qui est intéressant où euh, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des yeux et des oreilles partout, quoi. Et tu vois, moi, j'avais créé un podcast à un moment qui s'appelait La Meute. Et La Meute, pour moi, c'est vraiment ça. C'est le côté, on chasse en meute plutôt que tout seul. Et comme ça, on a vraiment, tu vois, plus de chances de faire avancer des deals, etc. Et c'est vraiment la façon dont on veut travailler. Et je le vois aujourd'hui, pas plus tard que cet après-midi, voilà, il y a Anna, le partner manager, qui me dit, ben voilà, on sait sur tel deal, on sait avec quelle agence ils sont partis, quel partenaire technologique, etc. Pour nous, c'est une mine d'or parce qu'on sait à qui aller parler demain pour aller adresser le compte, quoi. Et on va parler de ton écosystème avant et je vais avoir Ouais. une question qui est associée à ça, notamment sur ce donnant-donnant que tu disais. Donc aujourd'hui, c'est quoi les principaux acteurs? Donc tu as les ISV, les SI. Ouais, c'est les principaux. Après, il y a une troisième catégorie qui vont être plutôt des agences conseils, enfin, consulting, Mm. ouais, conseil, euh, qui sont un peu entre les deux. Nous, on a tendance à dire que c'est plutôt aux sales comment dire, de créer et de maintenir la relation, puisqu'on n'est pas dans une logique d'intégrateur, ou, enfin, pour le coup, le but là, c'est plutôt de faire un enablement qui soit relativement pertinent pour qu'il nous ait en tête et qu'il puisse nous pousser, etc. Mais voilà, en gros, 3 catégories, on va dire, les intégrateurs slash agences, les partenaires technologiques et les agences conseil. Ouais, C'est super intéressant parce que tu dis que les sales aient un vrai rôle à jouer dans cette relation en tout cas, quoi. ouais, ouais. Euh, Comment est-ce que tu arrives à faire du donnant-donnant, sachant que peut-être parfois tu arrives dans le cycle de vente après certains acteurs? Est-ce que tu vois ça, c'est quelque chose que tes partenaires comprennent? Est-ce que c'est le cas en tout cas chez toi? Bah, du coup, il y a pas mal d'acteurs et de partenaires avec lesquels on parle pas trop. Ou alors, comment dire, enfin, moi, j'ai des partenaires avec qui je suis assez franc, des partenaires technologiques. On leur dit, en fait, nous, jamais nos clients, ils vont venir nous voir pour nous dire, est-ce que vous avez une reco sur une solution de paiement, par Mm. exemple. Enfin, voilà. Autant il y a des, comme je disais tout à l'heure, il y a des compiling events qui sont hyper importants pour nous. Typiquement, je change de e-com, je change de RP, je change de PIM, ce genre de choses. Et ça, c'est des éléments qui sont hyper importants pour nous. Autant l'inverse n'est pas forcément vrai. Après, une fois de plus, notre force, c'est notre base de clients existants. Et où là, c'est plutôt, pour le coup, les CSM qui peuvent nous faire remonter des informations intéressantes. Et c'est là où on va pouvoir donner à nos partenaires, même si, effectivement, on vient plutôt après eux. Comment tu collectes l'info avec eux? Comment tu les mobilises sur ta stratégie? Bah,
pour le coup, pareil, hein, ils sont sensibilisés sur la façon dont on travaille avec nos partenaires. Et donc, alors, différentes façons de faire. Avec des partenaires stratégiques, on peut faire des calls avec un CSM en disant, ben voilà, partenaire stratégique, je vais targeter tel compte. Est-ce qu'on peut se partager des insights? Ouais, pas de problème. On organise un call de 30 minutes avec le CSM qui va pouvoir partager un peu de contexte, donner des infos sur la bonne personne, etc. Ou alors, on va aller nous, quand c'est un petit peu moins stratégique, aller nous collecter des informations auprès des CSM et puis faire remonter pendant des sessions d'account mapping par exemple. Mais évidemment, les CSM ont un play à jouer là-dedans. Mais aussi parce que ils savent qu'en donnant, ils vont recevoir. Et c'est-à-dire que ça nous permet aussi, par exemple, de détecter un potentiel churn d'un client. Parce que si on donne à un partenaire, le partenaire derrière, il va nous dire attention, j'ai entendu, tiens, il y a un RFP en cours chez ce client-là. Est-ce que le périmètre, c'est que le e-commerce ou est-ce qu'il y a un peu d'OMS aussi? Bah, ok, merci pour l'info, on va se renseigner, etc. Donc, ouais, on est vraiment dans cette logique donnant-donnant. Du coup, les CSM comprennent bien aussi les enjeux qu'il peut y avoir derrière tout ça. Ouais, top. Et côté produit, là, si je fais lien un peu avec toutes les équipes, tu Ouais. les impliques aussi dans les discussions avec tes partenaires pour voir un petit peu ce que tu pourrais construire en plus, les retours terrain? Ouais, complètement. Alors, on a un rôle qui est assez nouveau chez OneStock, c'est plutôt le product marketing. On va dire que notre CPO est pas forcément intégré en direct avec les partenaires, mais par contre notre product marketing, lui, il est vraiment hyper connecté et donc c'est lui qui va faire remonter justement soit les modifications sur la roadmap, soit effectivement voir comment on peut, typiquement quand on valide un partenariat stratégique avec un Shopify par exemple, forcément ça impacte aussi notre roadmap et donc c'est lui qui va faire le lien entre les équipes produits et nous, enfin partenaires slash sales, ouais. Comment tu bosses justement un partenaire comme Shopify? C'est un écosystème monstrueux, Ouais, c'est hyper vaste. ouais. Comment tu arrives à gérer tout ça avec toutes tes équipes, mais je dirais pas uniquement en partenariat, mais globalement dans ton entreprise? Alors, en intro sur ce sujet-là, il y a quand même un point, c'est que nous, on va, comment dire, on va regarder uniquement 5% des clients de Shopify. C'est-à-dire que dans l'écosystème, il y a des solutions qui potentiellement couvrent aussi bien du SMB, du mid-market que de l'enterprise. Je pense à un Klaviyo par exemple. Et eux, ils vont couvrir 100% de l'écosystème Shopify. Nous, on va vraiment aller targeter leur segment enterprise. Donc déjà, ça réduit un petit peu la voilure. Euh, Comment on a fonctionné avec Shopify? À un moment, effectivement, on a vu qu'il y avait une trend assez importante déjà nos clients et puis des retailers de manière générale qui commençaient à regarder Shopify et qui, au-delà de commencer à regarder Shopify, commençaient à replatformer sur Shopify. Donc effectivement, voilà, on s'est dit, il y a un play là, il ne faut pas qu'on le loupe. Donc ce qu'on a commencé par faire, c'est une intégration avec Shopify. Donc là, l'idée, c'est effectivement de réduire le temps d'intégration de la solution, en sachant que c'est une toute petite partie d'un projet OMS. Parce que quand on intègre un OMS, on est connecté aussi bien avec le e-com, mais aussi potentiellement avec les marketplaces, avec le POS, avec le ERP, etc. Mais malgré tout, ça permet quand même de créer un petit peu de stickiness et de montrer qu'on a comment dire, une compatibilité naturelle avec l'intégration. Et puis après, effectivement, une fois de plus, on s'appuie sur nos clients. Et donc là, enfin, je pense que c'est le meilleur asset qu'on peut avoir, nous, en tant que partenaire technologique, c'est OK, on n'est pas Shopify. Par contre, on a des clients qui vous intéressent. Et un client comme, je sais pas, JD Sport, qui est un client qu'on partage avec Shopify, alors eux, ils sont plutôt sur JD APAC, donc Australie, Singapour, Asie-Pacifique. Mais voilà, quand on regarde nos clients en France, pareil, les insights, tout ce qu'on peut leur partager, ça les intéresse. Et quand on fait des événements ensemble, forcément, ce qui va les intéresser, c'est notre base de clients. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un asset qui est clé. Et la façon dont on travaille avec eux, pendant très longtemps, ça a été beaucoup du réseau et on a essayé d'être
hyper opportuniste et vraiment vu qu'on connaît un partner manager, un sales, etc., essayer de faire des choses ensemble, etc. Et puis une fois qu'on a franchi un certain palier, maintenant on a une partner manager dédiée, voilà, on a de la visibilité sur leur plan, on est invité sur leur booth, on fait des choses ensemble, enfin voilà, on a des plans d'activation, des cadences, etc. Mais au début, c'est beaucoup arriver à prouver la valeur. Et en fait, il y a un petit peu, c'est un peu l'œuf ou la poule, mais voilà, il faut arriver à prouver que tu apportes quelque chose, donc il faut qu'ils te voient, qu'ils t'identifient comme un partenaire clé, et donc pour ça, il faut qu'ils voient quand même qu'il y a des clients qui en parlent, qui commencent à l'intégrer, et donc voilà, nous, on a capitalisé aussi sur les clients existants qu'on avait en commun. En France, on a Figaré, Jot, Isabelle Marant, enfin voilà, on a un certain nombre de clients et de beaux logos, en disant, voilà, nos clients communs, il y a vraiment ce play de se dire, je vais sur Shopify, et donc nous, en termes d'ADN, on est très proche d'un Shopify très no-code, low-code, on donne beaucoup d'autonomie à nos utilisateurs, enfin à nos clients utilisateurs, etc. Et donc voilà, après, finalement, il faut s'aligner avec partenaire marketing, produits, sales, etc. Et puis, ouais, ça s'est fait... par étapes, hein. On n'est pas arrivé comme ça, tu vois, ça s'est fait par étapes. Mais je pense que là, le réseau, tu parlais de réseau, c'est quand même hyper important. Connaître les bonnes personnes, tant que tu n'es pas un partenaire officiel, c'est quand même important d'essayer un peu de hacker le système, en sachant qu'un Shopify, en plus, pendant très longtemps, le seul type de partenariat qui était vraiment valorisé chez eux, c'était les intégrateurs. Et les partenariats technologiques, ça n'existait pas trop, du fait de leur positionnement au départ qui était très all-in-one. Shopify fait tout, donc on est capable de tout faire. Et donc là, le bon play, c'est d'être partenaire avec leurs partenaires clés. Parce qu'effectivement, voilà, c'est le bon go-to-market. Si je travaille avec un partenaire clé qui a un partenaire manager dédié chez Shopify, donc pas un partenaire intégrateur, on peut s'intégrer dans cette relation-là. Et du coup, sans avoir de partenaire manager dédié, on fait des choses ensemble. Ouais. La puissance du réseau, mais en relation à la puissance de la confiance surtout, puisque quelqu'un qui connaît déjà une autre société, donc un Shopify avec un intégrateur, forcément va avoir beaucoup plus de confiance une fois qu'on lui recommande ta solution. Ouais, aussi, c'est ça. Puis les amis de mes amis sont mes amis. Exactement. Une phrase que tous les partenaires managers utilisent, je pense, mais ouais. Comment est-ce que tu as impliqué ton marketing là-dedans et quel rôle ils jouent justement dans ce type de relations qui sont quand même structurantes je pense pour OneStock. Ouais, complètement. Alors, il y a eu pas mal de changements. On a mis du temps à trouver le bon mix, la bonne façon de travailler. Je pense que là, on y est. On a des field / partner marketing, donc qui sont organisés par région et dont effectivement là, et c'est un peu, d'ailleurs si je prends aussi la façon dont on est organisé en termes d'équipe partner manager, donc comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui on est 4, et le rôle d'un partner manager, juste parce que moi je fais juste une petite parenthèse là-dessus pour expliquer comment est organisée l'équipe, puisque l'équipe marketing est vraiment découle de cette organisation-là. Donc aujourd'hui on a une partner manager qui va couvrir la France et l'Europe du Sud, un partner manager qui gère le UK et l'Europe du Nord, et une partner manager qui va couvrir l'Amérique du Nord. D'accord. Et chaque partner manager est responsable de la relation avec ses partenaires locaux. Donc que ce soit SI ou ISV, on va dire que 70% c'est plutôt du SI, mais ils sont aussi responsables de la relation qu'ils peuvent avoir avec des partenaires technologiques qui vont pouvoir leur apporter ou avec lesquels ils vont pouvoir créer des synergies. Et en fait, l'équipe marketing, elle est organisée comme ça aussi. Donc on a vraiment des équipes field qui sont par région. Donc pareil, partner manager... field / partner marketing Europe du Sud, pareil pour l'Europe du Nord, et puis les US, l'Amérique du Nord. Et là, en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, on a donc ces fields qui vont être responsables de l'animation du réseau de partenaires en local, et donc ils vont avoir des cadences avec les partenaires intégrateurs clés, mais aussi les partenaires technologiques. Et on a quand même une personne qui chapeaute les partenaires stratégiques, typiquement Shopify ou Commerce Tools ou Google par exemple, et qui, elle, va avoir un rôle un petit peu plus qui va après descendre auprès des partenaires, auprès des partner managers, partner marketing plus locaux, pardon. Okay. Parce que moi, c'était pas très clair. Non, mais c'est super clair. C'était ma question suivante. D'ailleurs, c'était est-ce que tu as un lead justement sur ces gros partenaires, puisque tu
parles de Shopify, mais c'est clairement des acteurs qui sont présents Ouais. partout dans le monde. Donc, comment est-ce que tu arrives à faire bosser tes équipes entre elles aussi? Tu mets un lead et après découlent des actions entre vous? Ouais, alors la façon dont on est organisé aujourd'hui, c'est que c'est moi qui vais gérer les partenaires ISV stratégiques. Donc, pareil, typiquement Shopify, Commerce Tools, Google et les GSIs, donc vraiment les partenaires intégrateurs ou lobos, type Accenture, EPAM, Valtech, enfin, voilà, tous ceux avec lesquels on travaille dans différents territoires. Je pense que c'est important qu'il y ait une personne qui ait une vision un petit peu globale pour, ne serait-ce que pour mapper les différents stakeholders, pour savoir effectivement qu'est-ce qu'on fait dans une région, enfin voilà, qu'il n'y ait pas trop de silos dans la façon dont on va travailler avec les partenaires. Donc voilà, c'est moi qui vais avoir ce rôle-là aujourd'hui, mais une fois de plus, j'insiste, c'est hyper important pour moi que les partenaires managers, ils aient aussi la relation au local et qu'on leur impose pas, entre guillemets, des partenaires en local. Je pense qu'on a des marchés qui sont suffisamment différents. Donc aujourd'hui, on est en France, au UK, évidemment, on a parlé tout à l'heure, on est aussi en Allemagne, en Italie, aux US, au Canada. On a des marchés qui sont suffisamment différents et qui ont des particularités suffisamment, qui ont des vraies particularités. Et donc, on ne doit pas, je pense, imposer des partenaires au-delà des stratégiques. Il faut qu'aussi les locaux ils puissent avoir leur mot à dire sur tiens, je veux travailler avec un tel plutôt qu'un tel, parce que ça fait sens, quoi. Ouais, qui est la connaissance du marché, quoi. Exactement. Ouais. T'es arrivé toi en avril 2023, Ouais. donc ça remonte à un peu plus de 2 ans, mais c'est pas si long. Vous êtes allé super vite, enfin je trouve super vite, vous êtes aujourd'hui 4, Ouais. vous avez 72 millions de dollars. Ouais. Comment vous avez géré cette croissance sur le côté partenariat? À quel moment vous avez dit tiens là je recrute? C'était un manque de volume, de bande passante de ton côté? Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, comment dire, on savait qu'il y a. Après, quand tu scales, tu sais qu'il y a un moment où c'est toujours. T'es un peu de partout. Non, en fait, je pense qu'il y a un moment, on s'est rendu compte que oui, si on voulait travailler de façon. Comment dire, qualitative, nos partenaires, il fallait qu'on ait un petit peu plus de bande passante. Donc pendant 1 an et demi à peu près, j'ai géré tout. Et après, effectivement, on a commencé par intégrer Anna, donc, qui est partner manager sur la France, qui était SDR chez OneStock, donc qui connaît très bien et la solution et le marché, et qui a vraiment cette appétence sales qui est hyper importante. Et donc qui nous a rejoint l'année dernière. Et après, effectivement, on s'est rendu compte sur les différentes régions que c'était important d'avoir des touchpoints locaux aussi. Typiquement les US, on avait déjà quelques partenaires aux US, on avait déjà quelques opportunités, mais on sait que c'est hyper clé quand même d'avoir quelqu'un qui soit en local. Et idem sur la partie Europe du Nord, le UK. À un moment, en fait, si tu veux, quand tu peux plus être aux événements en même temps, tu peux pas te découper, et donc il faut qu'on ait un petit peu plus de bande passante. Et on sait aussi que, comment dire, plus on va avoir de temps et de bande passante, plus on va être en capacité d'aller générer du pipe, et au même titre que pour des sales. C'est-à-dire que typiquement en France aujourd'hui on a 3 sales, et on sait que si on multiplie les ressources sales, c'est plus de temps pour créer des opportunités, les développer, etc. On est vraiment dans une logique d'approche qui est très qualitative une fois de plus. Et donc voilà, plus j'ai de temps pour enabler un partenaire, passer du temps avec lui sur sa base de clients existants, essayer de détecter des besoins, etc., plus forcément je vais aller générer d'opportunités. Donc, mais ça, une fois de plus, moi, j'ai pas tellement eu à le défendre. J'ai eu la chance aussi de m'appuyer sur un CRO qui avait ce mindset, qui avait fait ça déjà avant chez Akeneo. Donc, j'ai été quand même dans une position assez confortable. En plus, j'ai pu recruter mon équipe, ce qui est quand même juste extraordinaire. Ouais. Donc, ouais. Ouais, et puis, comme tu l'as dit au début, le partenariat, c'est pas un département, c'est une stratégie. Et, ouais. En tout cas, je sens que de ce que tu dis, que ça transpire, en tout cas, chez OneStock. Ouais. À quel point les partenaires sont importants dans votre go-to-market aux US? J'imagine vous aviez, enfin tu vas m'en parler d'ailleurs, mais déjà des clients qui travaillent à l'international avec vous. Ouais. À quel point ça vous aide aujourd'hui les partenaires dans votre stratégie d'acquisition locale? C'est clé. Clairement, aujourd'hui, alors oui, on avait quelques clients internationaux. Donc pareil, on arrive sans partir de zéro. Typiquement,
On était à NRF en janvier là, et on a fait un store tour là-bas. Donc on a des clients déjà, tu vois, qui ont des magasins aux US, etc. Donc ça c'est quand même un vrai plus, tu vois, de pouvoir démontrer déjà. On était chez Givenchy, on était chez Urban Brand, qui est une filiale du groupe Chanel, qui font des maillots de bain pour hommes. Et donc effectivement, le fait de pouvoir montrer déjà qu'on a des clients qui utilisent nos produits dans des magasins, dans New York, etc., forcément, on ne part pas tout à fait de zéro. Après, effectivement, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a une équipe qui est assez restreinte. On a moins de 10 personnes aux US et tu ne peux pas couvrir les US, même si dans un premier temps, on s'est dit on va focus plutôt sur la côte Est. Tu ne peux pas couvrir toutes les US tout seul. Donc forcément, tu as besoin de partenaires qui vont être relais et qui vont être en capacité, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être tes yeux et tes oreilles sur le marché, de détecter des besoins potentiels, etc. Et aujourd'hui, je pense qu'aux US particulièrement, je dirais on doit avoir au moins 50% de notre pipe qui est sourcé par des partenaires. Donc c'est même au-dessus de ce qu'on peut voir ici dans les marchés où forcément aussi on a un peu plus de notoriété, un peu plus d'inbound, etc. Mais ouais, donc du coup, effectivement, le rôle des partenaires, il est clé. Ouais. Comment t'expliques cette différence? Est-ce que tu trouves qu'il y a une maturité plus grande aux US sur la partie partenariat? En tout cas, moi, je le vois sur certains sujets, et c'était ma volonté aussi d'internationaliser un peu ce podcast et d'aller chercher d'autres Ouais. speakers aussi qui ont une vision peut-être différente, en tout cas, des partenariats avec notamment cette partie Amérique du Nord où je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'ils ont une approche différente de ce que tu vois ici en Europe? Bah, comment dire, on va dire que là-bas, c'est les partenariats et le rôle des partenariats, c'est pas challenger, quoi. C'est juste une évidence. Après, honnêtement, je pense que c'est plutôt lié à ce que je disais juste avant, au fait qu'on n'ait pas tellement de notoriété. Donc en fait, quand tu rentres dans un pays, tu as beau avoir des clients, si personne ne te connaît, forcément, quand tu as, une fois de plus, comme je disais tout à l'heure, la façon dont on travaille avec nos partenaires, nous, c'est on trouve le bon partenaire, on s'aligne avec lui, on discute avec sa base de clients existants, ou alors il va discuter avec sa base de clients existants et détecter, générer des opportunités comme ça. Forcément, c'est beaucoup plus facile que d'aller en direct auprès de retailers qui ne te connaissent pas. Alors, bon, une fois de plus, tu as beau dire, ouais, mais en Europe, on a des super clients. Voilà. Donc, forcément, là, je pense que ça s'explique surtout par ça. Après, je te rejoins 100% dans les pays anglophones, parce que je pense qu'au UK, c'est un petit peu comme ça aussi. Le rôle des partenaires, il est jamais remis en question. Là où potentiellement, ce qu'on voit, c'est plutôt en Europe du Sud, c'est souvent infusible, hein, le partner manager. C'est sûr qu'aux US, c'est pas le cas. Ils vont être beaucoup plus avancés en termes de réseau de partenaires. Tu vois, je pense à des partnership leaders, je pense à des événements catalystes, typiquement, qui font. Je pense que, ouais, ils sont encore un step au-dessus, ouais, clairement. Clairement, et en tout cas, même dans ce que tu me dis là, j'ai vraiment l'impression que voilà, il y a une vraie traction, en tout cas côté US avec ta partnership manager sur place, quoi. Ouais, alors là, pour le coup, on a vraiment eu. Comment dire? Moi, j'ai vraiment milité pour prendre quelqu'un qui est déjà un gros background, qui connaisse, qui a du réseau, etc. Et ça, c'est vraiment un des conseils. Ouais, si je peux donner un conseil, quand vous allez dans un nouveau marché et que vous embauchez un partner manager, n'allez pas chercher à faire l'économie d'un package un petit peu plus réduit en se disant bon, c'est junior, je vais économiser un petit peu d'argent, parce que prendre quelqu'un d'expérimenté qui a déjà les connaissances, le réseau, etc., ça permet quand même d'accélérer et justement finalement de créer cette traction. Et au même titre que quand on est un éditeur, on crée une relation de confiance avec tes partenaires. Je pense que le partner manager aussi crée une relation de confiance. Et en fait, le choix, voilà, quand Nicole aux US nous a rejoint, elle nous a rejoint et elle et son réseau quelque part, voilà, et des gens voilà, qui la connaissent, avec qui elle travaille depuis longtemps, etc. Donc ouais, ça c'est vraiment un conseil, si je peux donner ce conseil-là. N'allez pas chercher à faire un petit peu d'économie en vous disant on va prendre un junior, etc. Prenez quelqu'un d'expérimenté, ça va plus vite, et puis voilà, au moins ça roule, quoi. Mais je te rejoins à 100%. D'ailleurs, on va tourner un épisode dédié sur ce sujet un petit peu pour tu vois, accélérer un Ouais, go-to-market à l'international. Mais je te rejoins à 100%, quoi. C'est très clairement un vrai levier d'avoir une personne expérimentée à ses côtés, quoi. ouais, clairement. Je voulais parler avec toi aussi, hein, on parle beaucoup en ce moment forcément d'IA. Mhm. Est-ce que tu as des use cases que tu utilises déjà dans les partenariats chez OneStock? Tu veux dire dans notre rôle de partner Ouais, manager? au quotidien. Assez peu au final. Alors moi, je suis un
très gros utilisateur de ChatGPT, donc j'ai mes GPT. Tu vois, moi-même, voilà, j'ai des choses. En fait, ma philosophie, c'est de me dire, s'il y a quelque chose que je fais plus d'une fois par semaine, je vais créer un GPT. Et du coup, effectivement, tu vois, typiquement, tout ce qui est relecture d'email, tout ce qui est traduction, tout ce qui est recherche d'informations sur un compte en particulier, tout ce qui est John Value Proposition, etc. Donc, je me suis fait, en fait, des petits GPT comme ça, typiquement. Voilà, je tape juste le nom d'une boîte et ça va me sortir automatiquement. Est-ce que c'est un bon partenaire? Si oui, oui, pourquoi, me noter, etc. C'est Enfin, voilà, aujourd'hui, on travaille principalement comme ça. Donc chacun dans son usage, etc. Il y a un petit peu d'IA dans Gong qu'on utilise. Alors ça, pour moi, c'est game changer. On a implémenté Gong il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, ouais, honnêtement, hyper content d'avoir fait ça. D'une part parce que j'ai des résumés de tous les meetings des partner managers qui font avec tous les partenaires. Donc c'est-à-dire que moi, à la fin de la journée, je peux regarder dans mes emails. Je sais qu'un partner manager, il a discuté avec un tel, je vois exactement ce qu'ils se sont dit, etc. Ça vient incrémenter HubSpot automatiquement. Et puis, effectivement, d'autre part, parce que voilà, ça permet de garder des traces de tout. Et que comme notre rôle à nous, au partenariat, c'est de collecter des insights sur des comptes, en fait, une fois de plus, et moi, c'est un peu ce que je dis aussi à nos sales, c'est l'enjeu avec une équipe partenariat, c'est de faire en sorte que demain, tu tapes le nom d'un compte sur HubSpot, tu vas voir toutes les personnes qui sont connectées, enfin tous les partenaires qui sont connectés à ce compte-là, et donc effectivement, te dire, je pars pas de zéro, je sais déjà que je peux aller contacter X, Y, Z, et je sais quelle va être la relation avec ces gens-là, et donc potentiellement, voilà, me faire gagner du temps et me dire, est-ce que c'est un compte que je dois adresser aujourd'hui ou plus tard, etc., quoi. Tu verrais d'autres types d'utilisation là pour toi dans le futur, ou en tout cas sur les partenaires de manière générale? Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, une fois de plus, nous, on est vraiment dans une approche très qualitative. Je pense que quand tu as beaucoup de partenaires, je vois plein d'usages, tu vois, pour automatiser l'onboarding, pour, tu vois, l'enablement. Là, on est en train d'implémenter un LMS, donc potentiellement, tu vois, pour la création de contenu, pour s'assurer effectivement que le partenaire, il se connecte, tu vois, le relancer, même potentiellement tout ce qui est nurturing, etc. Mais voilà, nous, on est vraiment dans une approche qui va être beaucoup plus one-one. Donc, pas forcément chez OneStock. Après, je vois une fois de plus l'intérêt pour des boîtes qui ont des milliers de partenaires, mais pas forcément aujourd'hui chez OneStock. Ouais. Ok, super intéressant en tout cas, notamment cet usage avec Gong, quoi. C'est vrai que Ouais, non, franchement, on savait que ça allait, comment dire, changer la façon dont on travaille, mais pas à ce point-là. Franchement, c'est top. c'est venu d'un push des US ou Non, je pense que ça fait un moment que on parlait de ça et qu'on se disait, nous, en tant que partner manager, enfin l'équipe partnership, on réclamait d'avoir un outil qui nous permettait effectivement de pouvoir collecter un petit peu de data, automatiser tout ça. Côté sales aussi, puis du coup, on s'est dit, regardons un outil qui pourra servir à tout le monde. Et donc, ouais, ça pareil. Deuxième conseil, je pense que c'est un outil qui, aujourd'hui, je pense que c'est devenu indispensable. Et en quelques mois, tu vois, c'est vraiment devenu indispensable pour nous. Moi je l'utilise aussi, Ouais. j'ai Mojo, Ouais, c'est le un même. outil similaire, quoi, et c'est vrai que c'est très 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 utile, quoi. Ouais. Top. Je voulais parler aussi de tes KPI aujourd'hui. Ouais. Parce que là, on sait que la data, en tout cas dans les partenariats, c'est super important pour bien traquer, voir ce qui marche et puis prendre les bonnes actions derrière. Mhm. Qu'est-ce que tu as mis en place à ce niveau? Alors, nous, ce qu'on traque aujourd'hui, c'est principalement la création de pipeline. Donc, chaque partner manager est incentivé sur. On a en fait des quotas chaque trimestre sur la création de pipeline. Et sur, après, deuxième gros KPI sur lequel on est incentivé, ça va être tout ce qui va être revenu sourcé ou influencé par des partenaires. Donc, en gros, aujourd'hui, le rôle du partner manager, c'est non seulement de créer des opportunités, donc générer du pipeline, mais c'est pas tout. On va lui demander aussi de faire en sorte de faire avancer les deals dans le bon sens jusqu'à ce qu'ils se closent. Donc là, le but, c'est vraiment de faire en sorte que le partenaire soit engagé au maximum, et c'est même après le closing, puisque, voilà, tu en réfléchis même à voir comment le partner manager, il a aussi un rôle un peu de partner success, tu vois, parce que voilà, de faire en sorte que l'implémentation se passe aussi correctement, continuer à être là, s'il y a des choses qui ne sont pas optimales, faire le lien avec le partenaire aussi. Donc voilà, ça c'est les deux principaux KPI qu'on traque. Une fois de plus,
on n'a pas des centaines de partenaires. Donc voilà, c'est difficile pour nous d'aller traquer, par exemple, je sais pas, de la vélocité sur du pipeline, d'aller traquer ce genre de choses. Donc on va vraiment se focus sur création de pipeline et ARR influencer ou closer avec des partenaires. Là, tu mets le doigt sur un sujet que j'aime bien parler, c'est l'influence. C'est pas toujours évident à traquer, mesurer. Ouais. J'ai l'impression que si. Ouais. Comment tu le fais? En fait, pour nous, c'est soit il y a un partenaire qui est impliqué dans le process, soit il ne l'est pas. Et donc, en fait, c'est assez facile. Au final, comment dire, si nous, on source une opportunité et qu'on onboard un partenaire sur l'opportunité et qui nous aide à faire avancer, à closer le deal, c'est de l'influence. Si effectivement, c'est un deal qui, pour une raison, pour une autre, même si ce n'est pas dans notre volonté, on a un client qui nous dit moi, je veux absolument que l'implémentation soit faite par OneStock et donc je ne veux pas entendre parler de partenaire, auquel cas, effectivement, là, il n'y a pas de partenaire, donc il n'y a pas d'influence. Et donc, voilà. Mais une fois de plus, on est vraiment... nous, tu vois, on signe pas 200, on a 200 nouveaux logos par an, tu vois, on en signe une quinzaine par an, donc c'est aussi plus facile de le traquer, de suivre, etc., clairement. Ouais, donc derrière, même pour les incentives sur tes équipes partenaires, en tout cas, c'est plus simple à mettre en place puisque tu peux décliner tout ça. Exactement. Ok, top. Écoute, j'ai perdu ma question. Oui, c'était, je voulais du coup un peu aller plus loin, mais toi sur, je dirais, tout ce que tu as appris durant toutes ces années, puisque tu l'as dit au début en tout cas, tu étais en tout cas sur de la vente indirecte, donc un peu sur un côté très partenariat. Là, tu es vraiment au cœur dedans, c'est ton rôle. C'est quoi tes plus grands apprentissages aujourd'hui? Quels seraient les meilleurs conseils que tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent? C'est une bonne question, ça. D'autant plus qu'au final, moi, ça fait pas tant de temps que ça que je fais des partenariats. Je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus expérimentés. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais lancé mon podcast à l'époque. Quand je suis arrivé chez Silus, on m'a dit le country manager, il fait des partenariats aussi. Ok, bon, je vais discuter avec des partenaires managers et puis comme ça, moi, je vais apprendre. Non, alors, c'est très propre à mon contexte et à OneStock. Et justement, en fait, ce que je disais, qu'on est dans une approche très qualitative. Je pense qu'aujourd'hui, il y a parfois un petit peu de sur-engineering autour des partenariats, où on veut avoir des espèces d'usines à gaz en termes justement d'automatisation, de process, d'outils, etc. Voilà, je pense que ça sert surtout à vendre des CRM, enfin des PRM et des outils comme ça. Je pense que l'essentiel n'est pas là. Je pense que voilà, c'est vraiment important de se focaliser sur qu'est-ce que j'apporte, comme on dit chez nous, what's in for the partner. Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'on va lui apporter et se focaliser là-dessus. Parce qu'au final, c'est du business, c'est-à-dire que si tu crées des opportunités, que tu crées du business, en fait, le reste, ça va suivre, ça va venir. Et tu vois, on parlait de Shopify tout à l'heure, on parlait d'Algolia. Tu vois que des boîtes comme Shopify, pendant des années, elles ont fait du partenariat en mode un peu bricolage. Il n'y avait pas forcément de process, pas forcément de programme partenariat, pas forcément de... Enfin, tu vois, notamment pour les ISV, tu vois, c'est assez récent. Ils ont lancé ça début d'année ou fin d'année dernière, quoi. Avant, il n'y avait pas de partenariat ISV chez Shopify. Enfin, tu vois, tu te dis... et pour autant, ils ont avancé et ils avaient un écosystème, etc. Tu vois. Donc, pour moi, je pense que je vois quand même beaucoup de... On a tendance à se dire, il faut absolument avoir tous les outils, tous les process, etc. Non, je pense que ce qu'il faut, c'est effectivement réfléchir d'un point de vue business, comment je travaille avec mes partenaires, comment je leur permets de créer de la valeur ou tu vois, plus de stickiness, ou comment est-ce qu'ils vont être capables de vendre plus grâce à moi, ou de créer de la valeur grâce à moi. Et c'est l'essentiel. Et après, effectivement, le reste, ça suit, quoi, tu vois. Ça, c'est peut-être une première chose. Après, je pense que les partenariats, et pour la petite histoire, moi j'ai été sales coach pendant quelques mois, et en fait, quand j'ai démarré les partenariats, je me suis dit, c'est incroyable parce qu'en sales, il y a tellement de méthodes, de process, et dans les partenariats, moi à l'époque, j'avais l'impression que c'était... alors, c'est plus comme ça, heureusement, aujourd'hui, mais il y a un moment, quand j'ai démarré, on a l'impression que c'était très... le partenaire manager, c'est celui qui va dans les événements et qui se tape, qui se serre la main avec les partenaires managers, etc.
Moi, je dirais juste attention au bruit. En fait, les événements, enfin, comment dire, tu vois, toutes les soirées, comme ça, c'est bien, mais c'est pas là-dedans qu'il se passe du business. Tu vois, il y a ce côté, je vais peut-être pas me faire des amis, mais tu vois, le côté partner manager, c'est ouais, le mec qui va dans les soirées, qui fait la fête avec les partenaires, etc. Enfin, pour moi, ça, c'est pas le plus important, une fois de plus. Focus sur le business, sur ce qui est important. Le reste, c'est du bruit, quoi, tu vois. Et le business, il se passe pas dans les soirées. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma conviction forte. Ok, tu vas créer de la relation, etc. Mais au final, ça se passe pas dans les soirées. Donc, vraiment important, ce focus. Et j'en reviens en fait toujours au même endroit. Mais ouais, en fait, business, quoi, tu vois. C'est comment je crée des opportunités. Et comment je fais en sorte que mon partenaire, s'il décide d'investir dans mon partenariat, bah, il voit du ROI. Et en fait, c'est ça l'essentiel, Mhm. quoi. Après, tout le reste, c'est du plus, du mieux. Comment j'optimise, etc. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment la clé, quoi. Je te rejoins à 200% en tout cas. Enfin, très clairement, quelqu'un qui va se rappeler de toi, c'est quelqu'un qui t'a amené une opportunité ou du vrai revenu. Ouais, Même parfois, je vais plus loin dans mes propos. Moi, c'est globalement, j'ai en plus l'impression que les gens s'en foutent un peu du rêve cher. mm. Ah ben, Globalement, enfin, je veux dire, on te passe 5-10% de ton ARR, moi, toujours à voir en fonction de quel type de partenariat et comment tu peux te rémunérer. Mais ce qui va ramener vraiment de la valeur à une société, c'est l'acquisition, faire peut-être de l'upsell, du cross-sell. ouais, Et donc, c'est complètement. ça qui ramène de la vraie valeur pour moi, quoi. Ouais, mais complètement. Et nous, chez OneStock, on a un rêve share. On a un programme de rêve share, évidemment, comme tous les éditeurs. Mais en fait, ce qui est pour moi, et c'est ce que je dis à mes partenaires, ça doit être anecdotique. C'est la cerise sur le gâteau. Parce qu'en fait, ce que vous allez gagner avec OneStock, c'est pas le rêve share, c'est du conseil que vous allez apporter à vos clients qui vont être au final satisfaits. C'est des jours hommes d'implémentation, des jours d'intégration, un business analyst qui va être là pour faire évoluer la façon dont on utilise la plateforme, tout ça. Et voilà, je pense que l'essentiel, il est vraiment là, dans cette logique business, et pas effectivement dans les paillettes, le yéyé. Voilà, tu vois. Mais je te rejoins complètement. Euh, Là, ça fait un peu plus de 2 ans que tu es chez OneStock. Du coup, j'imagine tes premiers cycles de vente qui sont quand même longs, mais avec tes partenaires ont conclu. Ouais. Euh, c'est quoi un peu la suite là pour vous? C'est une accélération encore sur cette partie partenariat? Alors oui, évidemment. Aujourd'hui, en fait, on a à peu près un projet sur deux qui est fait avec un partenaire. Et donc là, l'enjeu et l'objectif, c'est déjà de faire 100% de nos projets avec des partenaires. Donc ça, voilà, c'est vraiment la suite pour nous en 2026. C'est ce vers quoi on veut aller. Et donc pour ça, effectivement, bah, il faut avoir des partenaires qui vont être plus expérimentés, qui vont avoir un peu plus d'expérience aussi, et puis sur lesquels on sait qu'on va pouvoir s'appuyer. Comme je disais tout à l'heure, le Play OMS, enfin l'OMS de manière générale, c'est quand même assez, enfin c'est des projets qui sont relativement costauds. C'est à cheval entre le retail, le e-com, etc. Donc pour nous là, l'enjeu c'est vraiment comment est-ce qu'on forme encore mieux les partenaires avec lesquels on travaille déjà. Ça c'est vraiment le gros enjeu. Et donc effectivement, ouais, avec une volonté de faire 100% de nos projets avec nos partenaires au plus vite, quoi. Idéalement en 2026, quoi. Ok, top. Et les objectifs un petit peu là, de OneStock là, pour les années à venir? Écoute, on a démarré les US l'année dernière. Je pense que là, en France, on est quand même plutôt bien installé, au UK aussi. On a maintenant des équipes en Italie, en Allemagne. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à consolider la position qu'on a en Europe dans des marchés qui sont assez différents au final. Quand on est en Allemagne, c'est pas la même chose que le UK ou que les Pays-Bas ou que les Nordiques par exemple. Pareil, l'Italie, tu vois, c'est un marché qui est assez particulier, avec une vente qui est très basée sur l'humain. Donc voilà, je pense qu'il y a d'un côté consolidation sur l'Europe, et puis après, aux US, là, je pense que tout le monde a les yeux rivés vers les US maintenant. On a signé des premiers deals, là, ça y est, aux US. Donc maintenant, il faut... c'est toujours pareil, on crée des partenariats, après il faut les faire atterrir. Et donc ça veut dire faire un premier projet ensemble, c'est un peu le crash test pour nous. Ça ne s'arrête pas au moment où on signe le projet, il y a aussi, tu vois, tout ce travail de conseil, d'accompagnement du client qui est hyper important. Parce que une fois de plus, nous, on délègue quelque chose
qu'on savait faire jusqu'à présent, on le délègue à un partenaire. Donc on veut que ce soit fait au moins aussi bien que quand on le faisait nous. Donc voilà, il y a toute cette logique de formation, d'accompagnement qui est hyper important. Donc voilà, je te disais tout à l'heure, on a notamment un projet de LMS là, qui est en cours qu'on va pouvoir lancer rapidement. Donc comment est-ce qu'on optimise le training de nos partenaires, comment est-ce qu'on optimise leur onboarding, évidemment, comment on va leur permettre de devenir des vrais experts aussi dans la façon dont ils vont détecter des opportunités, créer des opportunités. Donc ouais, en termes d'objectifs, en fait, c'est comment est-ce qu'on consolide la base qu'on a créée jusqu'à présent, quoi. Et tu verrais un intérêt, toi, à avoir quelqu'un en plus de tes équipes, là, qui j'ai l'impression sont quand même très terrain, très sales aussi, enfin, sales dans l'approche, en tout cas, orienté dans ce sens-là envers les partenaires, mais plutôt quelqu'un ops, enablement, où tu dis non, pour l'instant, je préfère le garder sur mes équipes. Alors, on a une Sales Ops qui fait un peu de Partner Partner ops. Ops, voilà. Donc, sur laquelle on peut quand même s'appuyer aussi sur tous les sujets HubSpot, etc. Donc, c'est quand même plutôt pratique. Et je pense qu'à un moment, voilà, c'est clé, tu vois, on est ouais, presque 160 maintenant. Donc, je pense que tu as besoin à un moment d'avoir quelqu'un dont la responsabilité, c'est le CRM, les outils, etc. Sur la partie enablement, oui, pourquoi pas. Je sais qu'il y a des boîtes dans lesquelles tu as des évangélistes. J'aime bien ce principe de te dire que ouais, t'as des personnes qui sont vraiment. Ouais, leur job, c'est ça, c'est d'aller enabler, évangéliser ta solution. On a quand même aujourd'hui ce rôle de partenaire marketing, product marketing qui est hyper intéressant pour nous, puisque effectivement, je pense que voilà, on s'appuie beaucoup sur cette personne-là. Et après, pour l'instant en tout cas, moi j'aime bien l'idée quand même qu'on reste sur le terrain, au contact des partenaires. Je pense que c'est là où tout se passe. Et ouais, pour l'instant, non, je me dis que quelqu'un qui est complètement déconnecté de la réalité business, on n'en est pas là, mais alors pas du tout. Je pense que c'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui soit aussi aligné et présent sur les séances d'account mapping, qui suit les projets, etc. Sinon, ouais, on va être un petit peu déconnecté de la réalité. Ouais. Top. Écoute, je pense qu'on n'est pas très loin de la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager avant de le clôturer? Non, la structure, c'est important. Je pense que ouais, ça, c'est vraiment un point qui est clé. Te remercier peut-être une fois de plus de Avec plaisir. l'invitation. Franchement, ça m'a fait plaisir. Et puis, non, c'est un beau métier, les partenariats, on est d'accord. Peut-être que ce qui manque, c'est des formations, une formation. Et ça, effectivement, je pense que j'espère en tout cas que rapidement, dans les écoles de commerce, on va, ou dans des BTS ou comme ça, on va avoir des profils qui permettent de former des partenaires managers. Parce qu'on en a parlé très rapidement au début. C'est vrai que le partenaire manager aujourd'hui, c'est toujours des profils un petit peu atypiques. Et donc, ouais, je trouve que c'est dommage qu'on n'arrive pas pas démocratiser, mais voilà, faire en sorte de se dire, bah, demain, on a des gens qui ont une vocation. Je veux être partenaire manager. Je pense qu'aujourd'hui, ça n'existe pas, malheureusement. Donc, ouais, c'est. Ouais, mais je pense que ça va arriver. Enfin, je vois quelqu'un qui est très connu, je vais en parler parce que c'est Hippolyte Ouais. Tiberge que tu connais bien, qui a lancé sa plateforme aussi. Il y a Mmh. de la formation un peu dessus, il est en Ouais. train de créer tout ça. Il y a également des cours qu'il a fait dans des écoles. Je vois d'autres personnes là se lancer prochainement sur l'éducation. Ça existe déjà aussi côté Amérique du Nord. Ouais. Donc ouais, je te rejoins. Il manque aussi peut-être ça encore en Europe pour permettre Ouais, complètement. un meilleur apprentissage et avoir une école du partenariat. Mais Et je pense qu'aux US, ils sont de toute façon plus avancés aussi mm, sur les sujets de training, avoir cette humilité de se dire qu'on reste des apprenants toute sa vie et que effectivement c'est pas parce que je suis devenu Head of Partnership ou VP Partnership que j'ai plus rien à apprendre, et continuer à se challenger, à se mettre à jour aussi sur ce qui se passe, etc. Je pense que c'est hyper important. On n'est jamais arrivé au final. Ouais. ouais. Écoute, ma dernière question, ça va être qu'est-ce que tu aimerais voir dans Alliance cette saison? Quel sujet tu aimerais voir en tout cas diffusé et écouté? Eh ben écoute, honnêtement, si tu en as parlé un petit peu déjà tout à l'heure, tu vois, un petit peu de retour d'expérience sur comment on se lance sur des marchés un petit peu lointains, différents, etc. Je pense que ouais, c'est toujours bon à prendre ce genre d'expérience-là. Je parlais tout à l'heure, effectivement, voilà, nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur
des marchés qui ont des grosses différences en termes de culture, etc. J'imagine qu'il n'y a pas de recette magique et que personne n'a la recette magique. Il faut prendre vraiment en compte les particularités, mais ouais, preneur de ce genre de retour d'expérience, clairement. Ouais, mais il y aura un épisode et peut-être plusieurs en tout cas, puisque comme tu as dit, je pense qu'il y a des spécificités aussi locales et donc avoir des vrais experts qui l'ont déjà fait amènera, je pense, de la valeur à tout ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Kevin, si on veut rentrer en contact avec toi? Sur LinkedIn. LinkedIn? Ouais. LinkedIn. Tu postes pas mal d'ailleurs. Ouais, je suis assez actif, ouais, complètement, ouais. Mais ouais, non, j'ai coupé tout le reste. Donc, Ok. je suis plus que sur LinkedIn maintenant. J'ai fait le choix de couper tous les autres réseaux sociaux. Donc, ouais, Très LinkedIn. bon choix, je suis en train de le faire aussi, puisque c'est très chronophage. En tout cas, Kevin Bessa, B-E-S-A-T. 2SAT, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, on peut te retrouver. Et puis, écoute, un grand merci de ta participation. Merci à toi encore une fois. Très enrichissant. J'ai posé beaucoup de questions, mais merci d'avoir tenu le rythme et d'avoir Avec répondu plaisir. précisément. C'était super intéressant. Et puis, pour vous qui nous regardez ou nous écoutez, je vous invite à, comme toujours, liker et puis partager l'épisode, puisque c'est ce qui permet de donner de la visibilité et de faire connaître Alliance. Et puis, j'aurai plaisir de vous retrouver très rapidement avec un nouvel ou une nouvelle invitée. Salut à tous!